En novembre 1992, quels ont été les deux moments forts de la crise? Alors effectivement, il y a eu deux moments forts pour cette crise. D'abord, dès mars 1992, les prémices de la crise étaient là. Dans la mesure où les planteurs n'arrivaient plus à faire face à leurs difficultés, ils n'arrivaient même plus à s'alimenter, voire à se soigner. Et le gouvernement, manifestement, n'avait pas pris toute l'ampleur de la crise, ce qui fait qu'en novembre 1992, ça a été l'apogée avec vraiment une explosion sociale où les planteurs, à la fois de la Guadeloupe et ceux de la Martinique, ont mené une action coordonnée et simultanée qui a permis la prise d'assaut des aéroports de ces deux pays. Pourquoi le gouvernement socialiste n'avait pas réagi lors du dépassement de quotas des bananes africaines? Je crois, comme je le disais précédemment, que le gouvernement n'avait pas pris toute l'ampleur de cette crise, il n'était pas conscient des difficultés auxquelles les planteurs étaient confrontés. Je crois que la classe politique, à la fois guadeloupéenne et martiniquaise, n'avait pas non plus, elle, mesuré toutes les difficultés auxquelles étaient confrontés les planteurs. D'où cette crise majeure. Pensez-vous qu'avec un autre ministre de l'Agriculture, autre que Jean-Pierre Soisson, l'issue aurait pu être autre? Alors, on pourra toujours refaire le match, mais je crois que Jean-Pierre Soisson a joué un rôle fondamental, non seulement parce qu'il connaissait le dossier, c'était aussi, il avait l'avantage dans ce dossier d'être très proche de l'un des acteurs principaux, son interlocuteur Laurent de Meillac, qui était l'un des 18 membres de la coordination. Et je crois que le contact entre ces deux hommes aura permis la facilitation, en quelque sorte, de l'avancement du dossier. Comment rendre compétitives les bananes de Martinique et Guadeloupe avec un coût de main-d'œuvre plus élevé et des petites superficies? Alors, c'est là une vraie question, dans la mesure où, effectivement, la banane dollar produit certaines fois à des coûts jusqu'à 7 fois moins que ceux qu'on pratique, que ceux que l'on connaît en Martinique et en Guadeloupe. Donc, très difficile confrontation sur le marché international. Ensuite, nous avons des salaires qui sont des salaires donc, européens, de pays européens. Et il est donc difficile de faire face à cette concurrence sans mesures compensatoires. Alors, c'est vrai que ces mesures existent, puisque les planteurs ont obtenu depuis le mois de juillet 1993, c'est-à-dire peu après la crise de novembre 1992, ils ont obtenu la mise en place de l'OCM Banane, c'est-à-dire l'organisation communautaire du marché de la banane, ce qui est un soutien important. Mais il est aussi vrai que quand on compare les superficies de nos exploitations, qui certaines fois vont très rarement jusqu'au-delà de 100 hectares, bon, il y en a qui quelquefois ont 600 hectares, mais c'est très rare, c'est exceptionnel. La plupart des exploitations sont entre 3 et 5 hectares. Quand on compare nos surfaces à celles d'Amérique latine, où les superficies peuvent atteindre plus de 10 000 hectares d'un seul tenant, comme diraient les jeunes, il n'y a pas faute. Quel est votre regard d'aujourd'hui sur la compétitivité de nos bananes? Alors écoutez, je dois avouer que j'ai une certaine inquiétude quant à la compétitivité des bananes. Si pour l'instant elles le sont, grâce notamment aux tarifs douaniers qui gèrent une certaine compensation des coûts entre la banane dollar et les nôtres, pour le futur, je suis un peu plus inquiet dans la mesure où il y a une convention qui a été signée à Genève, si ma mémoire est bonne, le 16 décembre 2009, où il était question d'abaissement des tarifs douaniers. C'est-à-dire qu'on partirait de 176 € tonne de compensation douanière à un abaissement qui pourrait aller jusqu'à 75 € tonne à l'horizon 2020. Ça veut dire que notre banane serait quasiment incapable de faire face à la compétition des pays de la zone dollar. Mais ça va être la chute de nos bananes. Ça veut dire concrètement que si le régime douanier de la banane européenne change, qu'il va falloir penser à changer notre fusil d'épaule. Ça veut dire qu'il va falloir préparer notre économie, nos économies, celle de la Guadeloupe et de la Martinique, à une certaine reconversion. Aujourd'hui, de plus en plus de spécialistes se penchent sur la question du tourisme, qui pourrait éventuellement être cette carte de rechange. Nos planteurs sont-ils conscients de futurs problèmes? Alors, il est vrai que les planteurs de bananes sont un petit peu des phénix, c'est-à-dire les gens qui, à plusieurs reprises, on leur a annoncé leur mort. Je pense aux questions de cercosporiose, à la fin de l'épandage aérien,
à la question du banol, à la question de la chlordécone. Chaque fois, on disait les bananes morts, il y a eu différentes catastrophes naturelles, les cyclones, la soufrière en Guadeloupe, et chaque fois, on disait ça y est, la banane va disparaître. Et chaque fois, on voyait que la banane repartait de plus belle. Donc, ce sont des gens qui sont quand même d'une grande capacité réactive. Maintenant, les difficultés auxquelles ce secteur est confronté feront qu'il faudra certainement envisager autre chose à côté du secteur de la banane. Les bananes de Martinique et de Guadeloupe ont-elles les meilleures saveurs de la planète? Alors c'est vrai que la banane martiniquaise est très bien habillée. D'abord, elle a une belle robe jaune. Ensuite, c'est une banane dont les régimes sont particulièrement soignés, de la plantation en passant par le hangar jusqu'à la mûrisserie. Le transport d'ailleurs leur permet de ne plus avoir les blessures autrefois les régimes avaient. Aujourd'hui vous avez les charrues Brimont qui emmaillotent véritablement les régimes de bananes et ils sont chouchoutés. Et cette banane a aussi de très bonnes propriétés organoleptiques. C'est-à-dire que ce sont des bananes qui au niveau du goût ont une saveur particulière. Non seulement parce que ce sont des fruits qui bénéficient du soleil, de la Martinique, de traitements, j'allais dire, quasi familiaux par les planteurs, mais en plus, ce sont des bananes qui ont l'avantage d'avoir très peu d'icides, c'est-à-dire de pesticides, de fongicides, d'herbicides. Ce sont des bananes qui, j'allais dire, dans le monde, ont le moins de traitements chimiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans la plupart des plantations, on a pu voir revenir les insectes, ceux qui auparavant n'existaient pas. Et leurs concurrents ne peuvent pas dire la même chose. Ce sont les bananes des pays tiers sont souvent beaucoup traitées. Et je pense que c'est là un avantage énorme sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment misé, notamment vers les marchés de destination où on retrouve la banane. Je crois qu'en Europe, il faudrait certainement mettre davantage l'accent sur cet aspect quasi bio des bananes qui sont originaires des Antilles.